en direct avec Jérôme Durin, qui est sénateur socialiste de Saône-et-Loire. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous. Vous avez été comme observateur hier au sein d'une unité de la BRAV, donc la Brigade de répression des actions violentes, la brigade motorisée, la BRAV M. Et Paul Larouturou était à vos côtés, on en voit l'image en ce moment. Qu'est-ce que vous avez appris de ce que vous avez vécu hier ? Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent « les policiers sont les premières victimes » et à ceux qui disent « non, les policiers sont les premiers coupables » ? D'abord, moi je ne suis pas le service de communication de la préfecture de police de Paris. Je ne suis pas non plus le témoin de moralité des policiers. J'étais hier avec cette unité de la Brave. Ça fait 37 ans que je fais des manifestations, depuis l'âge de 17 ans. J'ai toujours été dans les cortèges jusque-là. Donc, mon sujet, ça n'est pas d'accréditer le statut des policiers ou de documenter les attaques dont ils sont l'objet. Mais effectivement, comme j'étais avec eux, ce que j'ai vu hier, c'est ce qu'ils endurent dans la manifestation. Et effectivement, moi je n'ai pas vu de violence policière hier. J'ai vu des policiers qui étaient attaqués. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, ça ne veut pas dire que d'autres n'ont pas vu d'autres choses. Et selon le statut qu'on a, selon l'endroit où on se trouve, on voit un certain nombre de choses. Moi, j'ai vu des bouts de rue, j'étais avec eux, des charges, des retraits, des arrêts statiques, des mouvements rapides pour aller d'un point de la manifestation à l'autre. D'ailleurs, c'était pas tellement la manifestation, c'était essentiellement les zones de déploiement des nébuleuses de Black Bloc et de casseurs. Effectivement, ce que j'ai vu, c'est de la violence. Donc moi, ce que j'ai appris, c'est que le maintien de l'ordre, c'est compliqué. Vous allez sourire, mais on n'est pas si nombreux comme parlementaires à faire l'exercice. Donc je pense que c'est très utile de se rendre compte sur le terrain des questions de doctrine d'emploi, des questions de déontologie, des questions de formation, des questions d'utilisation des outils. Et d'une certaine manière, ce que j'ai appris, c'est pas spectaculaire, mais c'est une somme de petites choses qui m'aideront moi dans mon travail législatif ou dans mon action de contrôle du travail de l'exécutif. Effectivement, Alain Bauer hochait la tête pour approuver. C'est très important que vous compreniez, comme élu de la nation aussi, la façon dont se déroulent les manifestations et dont se déploie la stratégie policière aussi. Ah ben c'est tout à fait indispensable que le contrôle parlementaire soit aussi un contrôle sur pièce et sur place. Et autant on a décidé de permettre aux parlementaires d'entrer et de contrôler les prisons, moi je pense extrêmement important, de manière à peu près systématique, que des parlementaires qui interviennent sur les questions de maintien de l'ordre, de dérive du maintien de l'ordre, d'exaction du maintien de l'ordre, interviennent aussi pour voir comment c'est de rester 2 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures dans une manifestation en recevant à peu près tout et n'importe quoi sur la figure. Je crois d'ailleurs que vous en avez fait un commentaire dans le journal Le Monde en disant que ça a modifié aussi le point de vue. Alors je me suis trouvé, quand j'étais beaucoup plus jeune, un des responsables du service d'ordre central de l'UNEF dans les manifestations de 86-88, et on sait aussi ce que sont les difficultés qui sont aussi les organisations syndicales qui manifestent pour des revendications et pas pour casser. Et donc, il y a toujours un problème avec l'arrivée de ce qu'on appelle la nébuleuse, de ceux qui surfent sur la manifestation, qui la détournent et qui parfois attaquent la manifestation, puisqu'un certain nombre de responsables de la CGT ou d'élus communistes ont été eux-mêmes victimes d'une partie des casseurs, quel que soit le nom qu'on leur donne. Le stand des communistes a été en l'occurrence attaqué par... Alors ça c'est une question parce que... Est-ce que vous avez... Alors évidemment, votre expérience à l'intérieur de la manifestation ne peut pas vous permettre de le dire, mais on va y revenir. Est-ce que l'idéologie, en quelque sorte, joue un rôle dans cette violence, ou est-ce que vous avez eu, vous, à l'intérieur, le sentiment que c'était de la violence gratuite, entre guillemets, contre des individus, comme l'expliquait Alain Bauer tout à l'heure, portant l'uniforme, plus même que contre le capitalisme, contre l'État incarné par l'uniforme? Je vais vous répondre 3 choses. D'abord, je ne peux pas répondre à la question au fond parce que la position tactique où je me trouvais, moi, elle m'a juste permis d'avancer, de reculer, de suivre les agents des forces de l'ordre, de voir pleuvoir les projectiles en tout genre, bombes agricoles, mortiers, pierres et tout ce qui peut leur passer sous la main.
Deuxième chose, la seule chose que je peux dire très clairement, c'est que ces gens n'étaient pas venus cueillir du muguet. Et troisième chose, c'est que j'ai été assez surpris et profondément marqué par la traversée de la place de la Nation avec la colonne de la Brave sous les sifflets des manifestants. Parce que je pense que, au-delà de ce qu'a pu expliquer Alain Bauer et les autres intervenants et tous ceux qui commentent avec sagesse et connaissance ces événements, on sent quand même que dans cette affaire, le désordre ajoute au désordre. Et c'est vrai que le contexte social extrêmement tendu, les fractures françaises, ce que la police représente du pouvoir, des institutions, du président Macron, c'est aussi ça qui était sifflé dans la colonne de policiers où je me trouvais. Et c'est quelque chose d'assez profond, qui est assez troublant, parce qu'il y avait là sans doute des casseurs, il y avait là sans doute des militants très, très durs, puis je pense qu'il y avait aussi quelques militants, manifestants, des gens plus posés, et je pense que c'est assez lourd de sens sur le rapport de la police à la population, ou l'inverse, le rapport de la population à la police, et le rapport d'une partie de la population aux institutions. Et ce qui était sifflé, c'est sans doute les braves, les bravèmes, certaines violences qui sont attribuées à la police, et puis c'est sans doute plus largement le président Macron et une certaine pratique du pouvoir. Comment, pour conclure, ma dernière question, comment comment ces policiers ressentaient ces sifflets et cette situation? Est-ce qu'ils vous ont confié un peu leur réaction? Écoutez, ce sont des gens qui sont aguerris, c'est leur métier d'endurer des situations conflictuelles. Ils se préparent à ça, ils ne savaient pas s'ils allaient terminer à 19h, 22h ou 3h du matin. Je crois qu'ils ont trouvé que le choc était particulièrement dur hier. Et au vu de ce qui s'est passé un peu avant et un peu après, des policiers blessés, des altercations particulièrement violentes, à mon avis, les sifflets, c'est pas ce qui faisait le plus mal. Merci beaucoup, merci pour ce témoignage, Jérôme Durain, donc le sénateur socialiste de Saône-et-Loire qui était présent comme observateur dans la manifestation. Alain Bauer, est-ce que quand vous entendez Gérald Darmanin accuser Jean-Luc Mélenchon de non seulement de ne pas condamner, mais quelque part d'inciter à cette violence-là contre la police par les mots d'insurrection, par ces mots sur la République, il faut en finir avec la mauvaise République, a-t-il dit. Est-ce que vous comprenez, est-ce que la politique, ça joue un rôle ? Ou bien est-ce que ces casseurs et ces personnes qui sont violentes ne sont pas directement liées ou sont insensibles à ces mots ? Alors d'abord, l'essentiel de l'aile la plus structurée, la plus politisée et la plus déterminée n'a pas grand-chose à entendre ni de Jean-Luc Mélenchon ni de Gérald Darmanin. C'est pas leur sujet. Leur sujet est clairement identifié, il est affirmé, il est dans leur slogan, dans leur banderole, dans leur détermination politique. Les autres, par contre... Les politiques, c'est-à-dire ce sont des anarchistes, anticapitalistes structurés, qui indiquent que tout est dans le soulèvement, la rébellion, la révolution. Et ils assument très bien cette posture. Et pour eux, tous les autres, je dirais, ne sont que du décorum politique de ce qu'ils n'aiment pas, puisque leur processus n'est ni démocratique, ni de la représentation parlementaire. Et ils considèrent que tout ça ressemble un peu à un théâtre d'ombre qui n'est pas le cœur de leur militantisme, de leur action et de leur détermination. Et leur objectif, c'est semer le désordre, c'est-à-dire détruire Alors, il y en a qui sèment le désordre parce qu'ils veulent détruire le capitalisme et sa représentation, les banques, etc. D'autres qui sèment le désordre parce qu'ils aiment la violence. Comme je l'ai indiqué, les agrégations amènent à ce qu'il y ait une conjonction de gens extrêmement énervés et agacés, parfois très marqués par un événement particulier, l'environnement, parfois par le mouvement social, parfois par juste la rage générale. Et donc, on a vu ça particulièrement avec la problématique Gilets jaunes, qui déjà représentait la France des ronds-points qui venait dans le centre-ville. Je veux dire qu'il y avait aussi, de ce point de vue-là, un mouvement qui était aussi géographique de la périphérie vers le centre, qui ressemblait à une forme de reconquête et qui n'était pas secondaire. Donc, tous ces éléments s'embriquent les uns avec les autres. Et l'affrontement avec la police
Ça a été d'abord leur surprise. Pourquoi la police était là alors qu'ils avaient le droit de manifester? Pourquoi la police était là alors qu'ils voulaient dire des choses au président de la République? Pourquoi la police les empêchait de... Oui, mais ça, c'était en 2018. Mais ça n'a jamais été fini. L'idée que ça soit... Hier, c'est différent, non? Non, pas du tout. C'est tout ça, plus le reste. Le problème, c'est qu'on est en train de cumuler de manière structurelle toute une série d'événements qui se sont passés avec les Gilets jaunes, avec le Covid, avec la crise sociale, avec la problématique de la guerre ou des effets de la guerre, avec tous ces événements qui sont extraordinairement perturbants et sur lesquels l'État ne fait pas face avec pédagogie ou dialogue ou apaisement, mais avec des outils qui apparaissent comme incompréhensibles à la population et qui considèrent que si les Gilets jaunes ont gagné avec la violence, pourquoi est-ce que le mouvement social ne gagnerait pas alors qu'il a été posé, organisé, structuré, pacifique, et qu'on le renvoie avec cette fameuse affaire du 49.3 qui est devenue une sorte de symbole, non pas de l'absence de démocratie, puisqu'en fait, ce qui est très curieux, c'est que les manifestants demandent qu'on vote une loi dont ils ne veulent pas. Oui, c'est ça, qui ne soit pas... Alors, parlons des moyens des policiers. Il y a eu les drones qui ont été utilisés hier. Il y a des grenades assourdissantes et lacrymogènes qui sont censées ne pas produire d'éclats, mais les manifestants disent qu'au contraire, ils sont blessés par ces grenades. Et puis, on ne sait pas aussi... Combien de manifestants blessés? Là, on parle des policiers et il y a cette procédure ouverte, mais il y a aussi des manifestants blessés. Et qui s'en occupe et comment on les compte, comment on les décompte? Alors, d'abord, soit les organisations syndicales décomptent aussi les manifestants blessés, mais dans ce cas précis, en général, quand on est blessé, c'est soit parce qu'on a voulu renvoyer une grenade lacrymogène et que vous a explosé dans la figure, soit parce qu'il y a eu des jets de grenades de diverses catégories qui ont été faites en dépit du bon sens et des instructions ou des règles d'usage, ce qui est arrivé notamment au moins une fois dans des conditions un peu compliquées, par exemple à Sainte-Soline. Il y a eu beaucoup de dégâts et de catastrophes qui ont été menées dans l'affaire Gilets jaunes parce que des unités pas formées utilisaient des armes qui n'auraient jamais dû être utilisées dans une manifestation. Il y a eu énormément de blessés. Après l'arrivée paradoxale du préfet allemand, le nombre de blessés a beaucoup baissé, même s'il a cette espèce de caricature qu'il porte en lui-même. Hier, il y a un certain nombre de blessés qui ont été traités probablement par les hôpitaux et probablement que dans les jours qui viennent, il y aura un état aux urgences du nombre de personnes qui auraient pu être blessés par des jets de morceaux de grenades. Alors c'est vrai que toute grenade qui explose envoie mécaniquement quelque chose, une cuillère, un bout de l'emballage, etc. Mais que les nouvelles grenades sont moins dangereuses. De ce point de vue-là, il y a une désescalade dans l'usage des grenades. Il n'y a pas eu d'usage ou quasiment pas de LBD hier, en tout cas très peu par rapport à l'habitude. Et donc on sent bien qu'il y a une volonté aussi d'éviter ce que disait Maurice Grimaud, vaut mieux une vitrine brisée qu'un blessé ou qu'un tué. On est toujours dans cette logique-là. Et le préfet de police en 1968. Oui. Mais juste un mot, ce que dit Laurent Nunez, il raconte et il décrit, il dit, mais en fait, on est loin, on laisse la manifestation se mettre en place. Il n'y a pas de violence contre les manifestants, mais des actions de police proportionnées contre des casseurs. On intervient pour casser un black bloc, on se retire et on permet à la manif de se dérouler. Ça, c'est une nouvelle tactique? Non, en fait, la doctrine, elle a relativement peu bougé. La question qui est posée est celle de l'interpellation. En fait, c'est quand on veut casser un black bloc, c'est parce qu'il casse. Et donc, s'il casse, l'idée, c'est d'abord d'éviter qu'il se mélange au reste de la manifestation. Alors, les black blocs eux-mêmes n'aiment pas beaucoup se mélanger au reste de la manifestation. Ils se mettent en avant, ils se mettent en avant devant ce qu'on appelle le carré de tête. C'est apparu dans les années 86, d'ailleurs, la première fois que ce qu'on appelait la nébuleuse est apparue, c'est parce que des milliers de collégiens et de lycéens qui n'avaient pas l'habitude de la manifestation sont venus devant le carré de tête des syndicats, et notamment des syndicats étudiants. Et on ne savait pas quoi en faire, et ils allaient au contact, et ils allaient à l'affrontement, alors que ça n'était pas la tradition depuis, justement, 1968. 86, c'est l'année de la mort de Malik Oussekine qui a amené la dissolution des pelotons voltigeurs motorisés, que les Bravem n'ont pas remplacé. C'est quelque chose de très différent, même si il y a des motos. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que les outils de la police sont gentils manifestants, gentils police, méchants manifestants, méchantes police. Elles s'adaptent à la nature et à la violence de la manifestation. Et en fait, on a toujours la même doctrine d'emploi, avec simplement des processus plus loin, plus près, moins visible, plus visible, mais le reste n'a pas véritablement changé, sauf au moment où il faut procéder à des interpellations qui ne servent en général pas à grand-chose
parce que la difficulté générale, c'est que dans un mouvement général, avec des gens qui arrivent à changer, qui ont des outils qu'ils ont déposés par avance, qui ont des dispositifs de distribution des moyens les plus contondants et les plus violents, il y a une énorme difficulté à gérer. Mais en fait, la manifestation à la française, qui est une manifestation mobile, qui est une manifestation traversante, dans la plupart des autres pays, les polices sont locales. En France, la police est d'État. Dans la plupart des autres pays, les manifestations sont immobiles ou en tout cas organisées dans des parcs de plein air. Il y a une sorte de logique statique, ce n'est pas la tradition française. La traversée de la ville. Bref, ça change beaucoup des éléments. Il y a une réflexion à avoir peut-être là-dessus. Ah, il y a une réflection à avoir depuis toujours sur la désescalade, mais comme je l'ai dit Elle n'a pas commencé parce que c'est le mot qu'utilise le préfet Nunez régulièrement. Oui. Il dit j'assume de chercher la désescalade en permanence. Il a tout à fait raison. D'ailleurs, il l'a fait pendant une grande partie des manifestations calmes qui ont eu lieu, mais sauf que cette manifestation-là, comme le disent eux-mêmes les syndicalistes, ils disent mais les gens qui étaient devant, c'était pas nous, c'est des gens qui sont venus détourner la manifestation ou surfer sur la manifestation. Le problème, c'est que c'était la 13e manifestation et qu'il y a un agacement et pas de pourrissement. Le pourrissement n'a pas eu lieu. L'idée qu'au bout d'un moment, tout le monde allait s'arrêter, en fait, il y a un durcissement. Et y compris des gens qui ne sont pas favorables à la violence. On a entendu les sifflets sur la police, le témoignage du sénateur. Mais plus que ça, ils disent on la comprend. On ne participe pas, mais on comprend que les gens soient violents parce que quand on est violent, on obtient quelque chose. Quand on ne l'est pas, on n'obtient rien. Et la manière dont l'État gère le dialogue social ou l'absence de dialogue social dont il a géré les événements n'est pas secondaire dans cette affaire. C'est pour ça que je remets à ce moment-là les politiques au cœur du débat, pas par rapport aux Black Blocs qui n'en ont absolument rien à faire, mais par rapport au reste de la population qui est sensible à l'idée qu'après tout, la violence pourrait peut-être servir à quelque chose puisque tout le reste n'a pas marché. Il n'y a pas eu de vote, il y a eu le 49-3, il n'y a pas d'écoute, les syndicats... Mais ça n'excuse pas. Ah, ça n'excuse rien du tout. Moi, j'ai toujours considéré que la violence était le dernier refuge de l'incompétence. Mais j'entends, parce que mon rôle n'est pas de juger, je ne suis pas professeur de morale, j'entends ce que disent les gens quand ils viennent me parler. C'est les faits télévisés et les faits aussi que je ne condamne pas les gens en tant que tels. Je condamne des faits qui sont toutes les violences sont condamnables, et les violences physiques comme les autres, et les violences sur les policiers ou sur les fonctionnaires ou sur les pompiers, dont je rappelle qu'ils sont très souvent victimes et qu'on se demande bien pourquoi. Il y a un sujet général de l'augmentation de la violence dans notre société, la violence physique. Mais dans la réalité... Contre les élus aussi. Contre les élus, et d'ailleurs beaucoup d'élus eux-mêmes quittent l'arène politique en disant que c'est trop pour eux, des élus locaux, beaucoup, des maires qui sont directement victimes à ces violences, parce qu'il y a un état de violence dans la société qui dépasse très largement la traditionnelle engueulade. À portée de baffe, ça veut dire une paire de baffes désormais. C'est plus simplement la capacité de dire les choses de manière désagréable à quelqu'un. Et ce processus-là est un processus qui continue à se cranter, c'est-à-dire que chaque niveau supérieur se traduit par une sorte de stabilisation, mais à un niveau supérieur à celui qui était enregistré précédemment. Donc il y a une véritable difficulté, mais pour apaiser, il faut être deux. Merci beaucoup, merci Alain Bauer d'être venu sur notre plateau pour ces explications.